Marche annulée, la loi référendaire validée par la Cour constitutionnelle, l'ultimatum de la C64 au pouvoir en place ignoré. Dialogue en attente. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il définitivement imposé sa suprématie sur ses adversaires politiques? C'est la question principale de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau. C'est vendredi 31 juillet. Nous bouclons le mois et la semaine avec les journalistes qui sont trois sur ces plateaux. Le tout premier, le plus ponctuel, il a raflé ce trophée à Christian Yamabou. Gaëtan Koubabourandi est le meilleur d'entre nous. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon frère et confrère Hervé Thomas, pour l'invitation. Je crois que ça fait au moins plus deux mois. Exactement. Je ne me suis pas présenté suite à des multiples situations. Vous êtes entre les avions, vous gérez des marchés juteux. Aujourd'hui, alors que j'avais un de mes frères qui défendait son mémoire, puisque j'avais donné ma parole, je me suis battu pour être là. Après ici, j'irai rapidement le rejoindre. Merci pour cette marque de considération. Mes frères également, Fiston Kikayomba et Christian Yamabou, qui sont également là pour que l'on réfléchisse, l'on débatte sur des situations qui concernent le pays. Comment s'est porté les 50? Le chef s'est marié? Oui, il s'est marié religieusement aujourd'hui. Le chef se marie religieusement aujourd'hui. Si je prenais de l'alcool, je dirais que j'ai la gueule de bois, mais je cherche justement un mot synonyme pour parler du fait que je suis un peu épuisé, parce que nous avons fêté depuis le samedi. Ça fait une semaine de fête. On a fêté le mardi et aujourd'hui c'est l'apothéose avec le mariage religieux, mais aussi le bal dansant qui sera dans l'une des très belles salles de Kinshasa. Très bien, il faudrait encourager Fiston Kayomba à se marier religieusement aussi. Ah Cher Fiston Leko, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Thomas, de l'invitation. Je suis très heureux de partager le plateau avec vous, mais aussi avec mes co-débatteurs, Gaëtan Koubabourandi et Christian Yamabou Kabea, à qui je dis bonjour. Voilà, laissez-moi aussi saluer le lancement officiel de Voix de la Presse. Ah, exactement. Une activité qui s'est tenue le mercredi 29 juillet de cette année. Bien évidemment, c'était au centre Wallonie-Bruxelles. C'était une activité qui était haute en couleur. Les professionnels de la presse étaient là. Les autorités de l'autorégulation étaient là, mais aussi l'autorité de régulation a été bien représentée par son président, Maître Christian Bossembe, et à qui nous disons déjà nos chaleureux remerciements pour sa présence. Il a laissé plusieurs de ses occupations pour nous rejoindre à cette activité. Cela démontre toute l'attention qu'il apporte sur des questions qui concernent le contenu des médias, parce que c'est ce qu'il gère. Voilà, nous sommes ici pour débattre de questions importantes de la nation. Nous sommes disposés à vos questions. La Voix de la Presse suscite beaucoup de questionnements. J'ai vu, je ne voudrais pas peut-être tomber trop bas pour chercher à répondre à des gens qui se considèrent plus doués que tout le monde. L'objectif réel de Voix de la Presse, c'est lequel? Écoutez, Hervé Thomas, pour être un peu beaucoup plus précis, c'est que vous savez, quand on dit il n'y a qu'à la main au mur qu'on jette des pierres. S'il y a des attaques contre la Voix de la Presse, moi j'ai dit c'est normal. Nous journalistes, déjà nous passons les plus clairs de notre temps à critiquer les autres. Exactement. Pourquoi pas qu'on nous critique nous aussi? L'objectif de Voix de la Presse, ce n'est pas de déranger les structures existantes, ce n'est pas de créer un nouvel ordre, mais c'est justement appuyer ce qui est déjà fait, appuyer le combat de la liberté d'expression et de la presse qui est déjà mené par les journalistes, mais aussi d'autres structures en République démocratique du Congo, mais aussi ajouter une donne nouvelle, parce que la technologie évolue, la presse avance avec l'évolution technologique. Il faudrait se mettre à jour. On parle de l'intelligence artificielle. Vous savez, dans l'échiquier des médias congolais, on ne parle plus trop des organisations de la presse, mais quand même, Voix de la Presse vient justement avec une nouvelle donne, avec ce nouveau regard, de voir un peu la presse autrement, justement avec l'avènement de l'intelligence artificielle, comment voir comment mettre à jour les journalistes, voir comment faire comprendre aux journalistes que l'intelligence artificielle n'est pas notre ennemi, mais c'est un allié qu'on doit utiliser à bon escient pour atteindre nos objectifs, pour être beaucoup plus efficace. Merci beaucoup. Un peu en retard aujourd'hui. Son agenda a été un peu chargé.
Christian Nyamaboukabeya. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, cher Hervé. Bonjour à tous les amis sur ce plateau. La soirée était très longue, mais les devoirs nous obligeaient d'être là. Ça se comprend. Comment allez-vous la matinée? Comment vous allez? Je vais très bien. Je vais profiter de l'introduction des fistons pour saluer également la venue, voilà, de la voix de la presse. Vous étiez les plus grands absents. J'ai brillé par mon absence pour des raisons d'ordre professionnel, et en tout cas j'aurais voulu vraiment être là, tout comme j'ai sensibilisé certains dans l'ombre. J'accorde toutes mes chances à la voix de la presse, et je vous rappelle que la sortie officielle de la voix de la presse tombe à point nommé parce que c'est le même jour qu'on a tous suivi, et la plupart même des journalistes professionnels sont tombés dans le piège d'un fake news. Exactement. Disant que Firmin Vonde a été destitué, démis de ses fonctions par le chef de l'État. Alors c'était faux. Ce qui était faux et archi faux. Pour vous et nous, qui sommes professionnels, qui savons qu'il faut peut-être parfois recouper les ressources, les sources aussi, voire même suivre les médias traditionnels, parce que les médias traditionnels prennent leur temps pour traiter l'information, contrairement à nos amis qui se fient très souvent à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies de l'information, de la communication. Je crois que la voix de la presse est arrivée au bon moment, et je vous salue tous avec moi sur ce plateau parce qu'on n'est pas tombé sur ce piège-là, ce qui confirme encore notre professionnalisme. Firmin Vonde demeure procureur général près la Cour de cassation. Et, merci beaucoup. C'est depuis ce jour-là qu'il a attiré mon admiration, parce que du coup je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il a la rigueur, parce que les Congolais n'aiment pas la rigueur, et pourtant dans les affaires judiciaires au niveau des institutions comme la Cour de cassation, il faut vraiment avoir de la rigueur. Merci beaucoup. Je me demande, il paye les prix de cette rigueur, mais si c'est là le cas, je lui demanderai de continuer avec cet élan, parce que nous sommes dans cette société où les vices veulent devenir des vertus pour que des vertus deviennent des vices. Merci beaucoup, cher Gaëtan. On entre dans le vif du sujet. La marche a été annulée. L'opposition qui avait acclamé des deux mains l'ouverture de Félix Tshisekedi pour un dialogue s'est vue pratiquement prise à contre-pied après que la Cour constitutionnelle a validé la loi référendaire, la menace d'un ultimatum pour pousser les chefs de l'État à signer l'ordonnance convoquant le dialogue refait surface. Est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas déjà perdu ses combats d'avance? Alors, vous savez, quand vous jouez à un jet de chèque avec le champion du monde, vous aurez l'impression que parfois il vous donne ses pions. Vous avez l'impression d'avoir une certaine domination sur lui, mais au dernier moment, il sort la pièce maîtresse et c'est chèque et mat. C'est le constat justement que je peux faire de la situation politique actuelle. L'opposition, pensant qu'avec son ultimatum du 15 août, il pouvait justement piéger le pouvoir en place, alors que c'était lui qui était piégé bien avant. Je vais directement aller dans le vif du sujet. La Cour constitutionnelle a validé cette loi sur le référendum sous réserve. Donc il y a pratiquement 13 réserves majeures. Et dans ces réserves sont comme des anesthésiants, justement, pour donner un semblant de travail, un semblant d'un examen qui a été fait de manière impartiale. Mais en réalité, la Cour constitutionnelle a bien accompagné cette loi sur le référendum. La Cour constitutionnelle a dit ceci: le référendum ne va pas être étendu à des matières ad vitam aeternam. Ça veut dire sur la loi référendaire, la population avait le droit d'initier des référendums sur tous les sujets d'importance nationale. Mais la Cour constitutionnelle a dit cela n'est pas constitutionnel. Le référendum ne peut être ou ne peut avoir lieu que sur 3 matières constitutionnellement reconnues, notamment le transfert de capital, la cession des territoires, mais aussi la révision constitutionnelle. Alors, comment on peut passer d'une révision constitutionnelle à un changement de la Constitution? C'est un peu là le piège dans lequel l'opposition est tombée. Et pour arriver à ce changement de la Constitution, la loi sur le référendum précise bien, et même la Cour l'a dit, le chef de l'État
peut convoquer un référendum s'il y a un blocage ou s'il y a un dysfonctionnement important dans le fonctionnement de l'État, bien évidemment. Alors, il va y avoir bientôt un dysfonctionnement, un chaos. Parce qu'avec l'ultimatum de l'opposition, le pouvoir ne va jamais, le chef de l'État ne va jamais convoquer le référendum, plutôt le dialogue, aussi longtemps qu'il y a un ultimatum qui lui est lancé. Le président de la République a commencé un pèlerinage pratiquement. Il est dans un périple, dans le Grand Katanga. Après son retour, il va s'affairer à faire d'autres choses d'importance nationale. Tout ça, c'est pour préparer le chaos. C'est pour pousser l'opposition à boycotter le dialogue. Et quand l'opposition va commencer à marcher, c'est alors que le chef de l'État peut maintenant dire que non, il y a un dysfonctionnement. Je convoque une assemblée constituante qui va réfléchir sur un projet de constitution. Et la loi sur la Cour constitutionnelle a dit cette assemblée constituante n'aura que 30 jours pour voter la nouvelle ou le projet de nouvelle constitution. Vous allez voir que les choses pourraient aller très vite, 30 jours seulement. Alors que moi, je le sais, il y a déjà un projet de constitution qui est déjà rédigé. Ce n'est pas cette assemblée constitutionnelle qui va la rédiger. Et quand ce projet de constitution va être proposé, il va être validé. Et c'est le président de la République qui va appliquer un nouveau mandat parce qu'on va basculer, on va remettre le compteur à zéro. Donc tout a été déjà pensé, tout a été réfléchi en amont. C'est l'opposition qui est prise dans le piège, qui est prise dans le jeu du pouvoir. Et à chaque fois, il lui prête les flancs avec des ultimatums, avec des menaces de faire exploser la République. Pourtant, c'est justement ça, la passerelle qu'il faut pour que l'on convoque une assemblée constituante. Il faut qu'il y ait un chaos, il faut qu'il y ait un dysfonctionnement. C'est clair que dans l'Est du pays, il y a dysfonctionnement. Quand l'opposition va essayer de paralyser la nation, il y aura encore dysfonctionnement. Eh bien, ça respecte l'esprit de cette loi sur le référendum pour que le chef de l'État puisse voter, ou plutôt appeler, convoquer une assemblée constituante afin que l'on vote une nouvelle constitution. C'est un peu ça ma réflexion. L'opposition est prise dans le piège du pouvoir, malheureusement. Le 8 juillet, marche reportée parce qu'il fallait répondre à l'invitation du président d'exercice de l'Union africaine. La marche a été de nouveau annoncée pour le 22 juillet. 2-3 jours avant, le président reçoit les responsables des confessions religieuses. Il annonce sa disponibilité à convoquer le dialogue. Les catholiques et protestants vont finalement convaincre les opposants à annuler toute manifestation. L'opposition qui exigeait même comme préalable que Félix Tshisekedi puisse renoncer publiquement à son projet de changement de constitution. Mais tout ça n'a pas été obtenu. Qu'est-ce qui a justifié le caractère, je vais dire, assez docile de l'opposition jusqu'à annuler toutes ces manifestations? Ce n'est pas parce que le chef de l'État avait convoqué les chefs religieux simplement, mais parce qu'il a réfléchi à un plan qui a impliqué les chefs d'État de la région. Quand vous avez un président comme le président de l'UA qui invite l'opposition à l'approche d'une crise institutionnelle, alors l'opposition ne peut pas se montrer belliqueuse. C'est tout à fait normal, c'est des bonnes guerres de pouvoir l'écouter, pensant avoir les cartes en main, malheureusement pour elle. Quand vous avez un autre chef d'État avec plus de 32 ans au pouvoir, maintenant 40 ans, je ne sais pas le chiffre exact, le président Sassou Nguesso vous invite chez lui, invite en l'occurrence l'Église catholique, et à cette rencontre, les médias nous dévoilent, nous révèlent qu'il y avait même le président Alpha Condé, exactement. Vous imaginez, vous vous retrouvez dans une salle, vous avez un ancien chef d'État, vous avez un chef d'État en fonction, peut-être d'autres chefs d'État aussi en coulisses, on ne sait jamais, qui vous disent que non, le président Félix Tshisekedi veut d'un dialogue, veut discuter, veut vous rencontrer, et il serait de bon aloi pour vous de l'écouter au moins. Même l'Église catholique ne peut pas refuser cela. C'est cela là où le pied se refermait sur l'opposition, et même sur l'Église catholique, c'est quand on a fait impliquer tout ce monde-là. Et pour le président de la République, c'était juste une phase préparatoire à ce qui allait arriver, notamment le vote ou la validation par la Cour constitutionnelle de la loi sur le référendum, provoquer davantage l'opposition à l'impatienter en fait. C'est ça le but. On vous appelle au dialogue, on fait tout pour que vous soyez impatient, et finalement, on vous laisse paralyser la nation, et le chef de l'État a la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée constituante. Merci beaucoup. Fiston Leco, vous avez fait le journalisme et politique extérieure comme moi. Vous avez appris en première licence, je crois, un cours intitulé Théorie de la négociation. Nous l'avions appris avec les professeurs Kika, je ne sais pas qui vous l'avez dispensé. C'est bien lui. Très bien, très bien. Et on vous dit clairement que dans toute négociation, les deux parties se font des concessions. Pour l'opposition,
Félix Tshisekedi devait avant tout renoncer publiquement au projet de changement des constitutions, chose qui n'a pas été faite. Malgré l'ultimatum qui a été décrété pour pousser les présidents à signer une ordonnance d'ici le 15 août, rien n'a été fait, mais en retour, la Cour constitutionnelle a validé la loi référendaire. Alors, est-ce une stratégie pour Félix Tshisekedi de dire « Ok, on va convoquer le dialogue, mais on va en même temps négocier aussi le changement des constitutions, probablement son maintien au pouvoir après le dialogue ». Merci beaucoup, Hervé Thomas. Vous savez, les questions politiques, il faut toujours réfléchir autour d'elles avec beaucoup de tact. Et je ne dirais pas que l'opposition, comme l'a dit Gaïta Koubaborandi, l'opposition a été prise au piège par le piège du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai dit que l'opposition elle-même s'est fait piéger. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je suis journaliste, je suis dans la communication. Moi je vois ce que les faits, des faits ou des actes de communication causent dans l'opinion. Vous sortez des pourparlers d'abord avec le président de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye. Vous êtes allé, vous avez vu encore les balais avec le président Denis Sassou Nguesso. Ici, le président de la République a reçu les pères de l'Église avec certains membres de son gouvernement et de son équipe à la présidence. Mais vous sortez quand même avec un ultimatum. Mais écoutez, à un chef d'État, on ne met pas un ultimatum quand même. Le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le chef de l'État a un mandat légal qui est en cours. Mais vous posez l'ultimatum alors qu'il a aussi un agenda à respecter à lui en tant qu'institution, parce que le président de la République est une institution. J'estime que l'opposition n'avait pas à poser un ultimatum. Moi, quand j'ai lu ça dans la presse, je me suis directement dit que ça, c'est créer une crise dans la crise. Mais l'opposition s'attendait à ce que le président puisse donner son aval pour le dialogue, chose qui a été faite. Justement. Et en retour, l'opposition a décidé aussi d'élever sa manifestation dans l'espoir que le dialogue sera très vite convoqué. C'était peut-être. Mais écoutez, dès lors que le président de la République a déjà donné sa parole, moi je ne vois pas pourquoi l'opposition aurait encore posé des ultimatums. Parce que les dialogues, ça aura lieu. L'opposition accuse les présidents de ne Justement. jamais respecter ses engagements. Justement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'opposition est dans une démarche qui est initiée par le président de la République, pas initiée, mais c'est une réponse que le président de la République a donnée à l'opposition de pouvoir convoquer le dialogue. Mais à un moment, quoi de plus normal que d'avoir son mal à patience au lieu de poser des ultimatums. Aujourd'hui, il y a, on va dire, beaucoup de réalités politiques aussi institutionnelles qui fait que même le président de la République lui-même ne peut pas se laisser. Nous sommes dans la politique, je l'ai dit ici au début, ne peut pas se laisser emporter par des ultimatums de l'opposition. Moi, j'estime que le dialogue arrivera. Poser des ultimatums, c'est une erreur politique de la part, surtout erreur communicationnelle de la part de l'opposition, parce que là, il donne l'image comme si elle maîtrisait les jeux. C'est elle la seule maîtresse du jeu. Alors que, en face, c'est elle qui commence à perdre. Mais oui, c'est ce qu'on voit maintenant, parce qu'en face, il y a l'autorité qui est habilitée à convoquer ce dialogue. Vous n'allez pas quand même lui poser un ultimatum. Moi, j'estime aujourd'hui, nous devons nous tous regarder dans cette même direction. Parce que la loi référendaire aujourd'hui, ça ne reste que la promulgation du chef de l'État. On attend les dialogues. Vous savez, vous avez évoqué ici le cours de théorie des négociations qui nous a été enseigné par le professeur Kikaya. En exil maintenant. Je dis que dans la négociation, il y a ce qu'on appelle théorie de négociation. Ah, j'ai pas eu ce cours. Hein. Oui, ça c'est pour ceux qui font l'option journaliste et politique extérieure. Vous avez fait la communication des organisations, justement. Vous savez, dans la négociation, toutes les parties viennent avec les prétentions. Exactement. Donc, chacun pose ses préalables. C'est ce qui crée le rapport de force. Et moi, j'estime que le président de la République est dans cette logique-là. Le camp du pouvoir est dans cette logique-là. L'opposition, quelle était sa logique? Quelle était sa manière de créer le rapport de force? C'était de dire que le président de la République doit démissionner.
c'était de dire que nous allons marcher. C'était de dire que nous allons, le président de la République doit convoquer... doit renoncer publiquement au projet de changement de constitution. Voilà, du changement de la constitution. Mais de l'autre côté, le président de la République doit aussi monter ses enchères avec sa famille politique. Donc moi, j'estime que c'est un jeu... Il a réussi pratiquement à avaler le rapport de force. Justement, l'opposition a fait déjà un pas en arrière. Le président de la République a fait un pas en arrière en convoquant les dialogues. L'opposition a fait un pas en arrière en reportant la marche. Et le président de la République a dit, bon, j'ajoute encore une pièce dans les éléments du débat. La Cour constitutionnelle valide la loi référendaire. Moi, j'ai craint d'ailleurs qu'il va jusqu'à promulguer cette loi. Et c'est le dialogue qui va déterminer et qui va rabattre les cartes. Si le président promulgue déjà cette loi, à quoi ce dialogue? Mais écoutez, la loi référendaire, moi j'ai dit toujours que la loi référendaire aujourd'hui, c'est ce qui manquait à l'arsenal juridique de la RDC. Parce que vous savez, l'article 5 de la Constitution consacre que une loi viendra justement pallier à tout ce qui concerne l'organisation de référendum à la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a matière qui demande à ce qu'il y ait référendum, notamment à la révision de la Constitution, bien qu'en 2011, le pouvoir de Joseph Kabila a organisé, a modifié la Constitution sans pour autant recourir à un référendum, mais ça manquait à la République démocratique du Congo, cette loi. Très bien. Même le fait de promulguer la loi ne veut pas dire convoquer l'organisation du référendum. C'est ça, justement, le rapport de force que le pouvoir crée. Merci beaucoup, cher Christian Yamabou. Félix Tshisekedi a-t-il définitivement pris ou imposé sa suprématie sur ses adversaires politiques? Très bien, cher Hervé. Je voudrais répondre à ta question de la manière que je l'ai comprise au départ. La vraie question est autour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au moment où l'opposition s'attend à la convocation d'un dialogue. Mais à partir de là, nous devons déjà nous mettre en tête qu'il existe la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Tous ces pouvoirs sont séparés, bien qu'il après soit aussi le quatrième pouvoir comme nous le sommes ici. Alors, dans la séparation des pouvoirs, aucun pouvoir ne peut empêcher l'autre de fonctionner. Si le président est dans son pouvoir en tant que garant de la nation, si le Parlement est dans son pouvoir en tant que pouvoir législatif, mais les cours et tribunaux sont aussi dans leur pouvoir. Qu'il y ait crise politique ou pas, cela ne peut pas empêcher aux cours et tribunaux de fonctionner, étant donné qu'il y a séparation des pouvoirs. Lorsque le projet de loi ou la loi est déjà déposé au niveau de la Cour constitutionnelle, je crois qu'il existe un délai. Je ne suis pas expert du droit, mais j'ose croire qu'il existe un délai. Et c'est en dehors de ce délai que la Cour constitutionnelle est censée se prononcer. Et cela ne va pas tenir compte des caprices des politiciens. Vous comprenez? Parce que dans la séparation des pouvoirs, la Cour constitutionnelle qui est dans le pouvoir judiciaire fait son travail à part entière. Donc, elle ne devrait que plutôt rendre son arrêt. Et une fois l'arrêt rendu, le président de la République est obligé de promulguer. Il ne va pas attendre que l'opposition fasse des manifestations ou pas, que l'opposition fasse des moratoires ou pas. Déjà, ce qui a fragilisé l'opposition, c'est déjà cette guerre entre l'opposition politique et les rebelles. Vous savez aussi... il y a plusieurs agendas au sein de cette coalition. Tout à fait. Déjà, il y a une méfiance au sein de la C64. Vous le savez très bien, entre eux, il y a la méfiance. Et quand vous parcourez maintenant de l'autre côté, à un moment donné, ils ont voulu avoir un même point d'intersection parce qu'ils ne voulaient pas de changement de constitution. Ils voulaient le départ de Tshisekedi. Ils voulaient. Et maintenant, pendant ce temps, les rebelles avaient déjà pris les armes pour ne pas respecter cette constitution. Donc, s'ils arrivaient à Kinshasa, ils changeraient cette même constitution. Et s'il faut revenir de l'autre côté avec la C64, vous verrez que Denis Sangha s'est toujours battu pour la refondation de l'État. Quand on parle de la refondation de l'État, on voit aussi les textes, y compris la constitution. Donc, je voudrais revenir là pour dire ceci. Cette guerre, vous allez vous rendre compte que il y a eu un échange, une escalade verbale entre Denis Sangha et Jean-Jacques Mamba, qui, selon Jean-Jacques Mamba, les camps de C64 ne devraient pas accorder
la crédibilité au président Tshisekedi pour les négociations. À son tour, Denis Sassou réplique pour lui dire que mais vous êtes avec le gouvernement à Doha, donc vous faites confiance à Félix Tshisekedi, mais vous nous demandez de ne pas lui faire confiance. C'est lui-même, c'est ça qui plaide pour la participation de tous ces rebelles. Vous comprenez maintenant cet amalgame. Et pendant ce temps, je vous avais dit autrefois que c'est Tshisekedi qui est en train de gagner en termes de timing. Et parmi les erreurs, c'est ce qu'ont évoqué mes amis ici, l'opposition ne devrait jamais donner un moratoire au chef de l'État qui a tous les moyens possibles. Un ultimatum, ouais. Un ultimatum. Parce que non seulement parmi les moyens que Tshisekedi détient actuellement, son mandat est encore en cours. Il n'est pas fait mandat comme Kabila en 2016. Vous voyez, Tshisekedi est en plein mandat et il l'exerce correctement selon la Constitution parce que son mandat va expirer à la fin de 2028 et il va quitter si et seulement si il y aurait élection et que son successeur prêtait serment. Là, Tshisekedi va quitter, même si c'est là arrivé en 2034, 2044. Ça, c'est ça l'esprit de la Constitution selon l'article 70. Alors, l'opposition s'est piégée lorsqu'ils vont aller plus loin, avant même la tenue du dialogue, demander au président de renoncer au projet du changement de la Constitution et renoncer publiquement. Attendez, ça c'est encore tenter de menacer le président, qui d'ailleurs a été élu avec plus de 70% des suffrages universels. Et parmi tous ces opposants, dites-nous un peu qui représente le peuple. Parce que chaque fois, si quelqu'un s'exprime, il prend la parole au nom du peuple, nous engageons le peuple, notre peuple, mais parmi eux, Kamoun n'est pas député national. En quoi il représente le peuple? Denis Sassou n'est pas député national. Qui encore? Je crois que Matata est député, si je ne me trompe pas. Matata est l'unique député au vu de ce qu'il avait été, ce qu'il a toujours bénéficié comme popularité dans les Maniema. Et qui d'autre? Fayoul n'est pas député. Même Devos Kitoko. Vous voyez tout ça. Personne n'a un mandat. Lorsqu'il parle, personne n'a un mandat électif. Lorsqu'il parle au nom du peuple qui, par contre, a soumis ses projets au Parlement à travers les députés, parce que les députés sont l'émanation du peuple, ils représentent le peuple. Lorsque les députés Ngondankoy proposent son projet de loi et que c'est le Parlement qui vote, donc c'est le peuple qui a voté à travers ses représentants au niveau du Parlement. Et après, ce même peuple donne le pouvoir, laisse le temps au président de la République de pouvoir promulguer, mais le président veut quand même harmoniser pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, de contradictions, pour qu'on ne dise pas que le président est très dictateur, il s'impose, il fait des choses comme il veut. Il a voulu quand même qu'il y ait cette conformité avec la Cour constitutionnelle et la Cour a validé. Tout ce qui reste, c'est la promulgation. Et moi, je crois que pour le moratoire ou l'ultimatum du 15 ans, du 15 août, je crois que ça sera encore un échec. Demandez-moi pourquoi. Parce que, vous savez, le jour de la déclaration, la toute récente déclaration de l'opposition, je crois que c'était avant-hier, si je ne me trompe pas, et c'est le même jour que Félix Tshisekedi a promulgué une liste des ordonnances au niveau de l'appareil judiciaire. De l'appareil judiciaire. Vous comprenez? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ce jour-là, l'opposition s'est exprimée, mais la communication de l'opposition a été absorbée par la communication présidentielle. Merci. Alors, Tshisekedi, depuis un moment et depuis toujours, c'est le meilleur communicateur de sa propre communication. Par des conseillers spéciaux. Ouais, nous saluons comme vous le voulez. Mais retenez que la seule personne qui communique mieux pour le président Tshisekedi, c'est d'abord lui-même le président Tshisekedi. Il communique mieux que ses communicateurs officiels, officieux, et même d'autres communicateurs qui s'improvisent. Alors, j'ose croire encore que au soir ou au lendemain du 15 août, il y aurait peut-être la promulgation de cette loi. Merci à vous, l'actualité pourra encore changer, l'opposition sera encore absorbée davantage. Merci beaucoup, cher Gaëtan. La mobilisation a été cassée. En tout cas, on ne parle plus de la marche, on ne parle plus des sit-ins et consorts. Est-ce que l'opposition a encore les atouts pour remobiliser ces militants, ces sympathisants qui étaient d'une manière ou d'une autre prêts à en finir avec ce pouvoir? La capacité de mobilisation de l'opposition, après avoir postposé sa manifestation par 2 fois, je crois que ça reste discutable. Dans la mesure où
l'opposition n'est pas vue comme une entité sérieuse et constante. Vous savez, dans la vie de tous les jours, ce que l'opinion a toujours apprécié, c'est de voir en des hommes une certaine loyauté, mais aussi une certaine constance dans les idées et dans la manière de faire. Regardez bien tous les hommes politiques qui ont brillé pendant un moment dans la vie politique, une fois qu'ils ont retourné Kazakh contre ceux qui les ont façonnés, ils ont perdu justement du crédit auprès de la population. Ils peuvent garder une certaine position politique, une certaine force, mais aux yeux de la population, ça n'est plus un crédit. Je peux vous prendre le cas des personnalités comme Vital Kamerhe, vous prenez les gens comme Jean-Marc Kabound. Donc l'opinion nationale a toujours pris avec beaucoup d'aversion l'inconstance. Et c'est justement ce qui caractérise l'opposition. Alors, heureusement pour elle, il y a une entité, il y a une composante de la société civile sur qui elle pourrait se reposer à la longue dans les jours à venir. Ce n'est pas les églises de réveil, c'est bien évidemment l'église catholique qui a gardé quand même une certaine droite ligne dans sa manière de faire. L'opposition, que son ultimatum soit respecté ou pas, une fois que le 15 août sera passé, la population ne va pas suivre ce qu'elle dira. Mais l'église catholique, oui. Pourquoi je le dis? Il faudrait quand même amener la population aussi à réfléchir sur les enjeux de l'heure. Comment expliquer que le professeur Ngondankoi, qui s'est réjouissant de la trouvaille qu'il avait faite, notamment de donner à la population le plein pouvoir en tant que constituant primaire de légiférer ou de voter sur toutes les matières jugées d'importance nationale, on puisse lui enlever justement ce plein pouvoir-là. C'était ça l'esprit même de la loi sur le référendum initié par le professeur Ngondankoi. Il voulait quoi en des termes simples? Il voulait que les Congolais, étant donné que l'article 5 reconnaît à tous les Congolais ce pouvoir de souverain primaire. Pourquoi est-ce que primaire me vient à l'esprit? Primaire, ce pouvoir de souverain primaire ne s'exprime que dans la mesure où cette population, ou ce peuple est capable de dire, de s'exprimer sur toutes les matières d'importance nationale. En tout cas, en gros, ce qu'on pouvait savoir ou résumer de cette loi sur le référendum. Mais quand la Cour constitutionnelle vient valider cette loi, mais en lui enlevant cet aspect des choses, c'est carrément la mort. C'est la mort qu'on a donnée à cette loi. Cette loi n'est plus la loi initiale. Ce n'est plus la loi que l'Assemblée nationale avait votée. Ce n'est plus la loi que le Sénat avait votée. Donc la population n'a aucun plaisir. Moi, je soutenais cette loi parce que je me disais, pourquoi on doit refuser à la population de s'exprimer sur tous les sujets possibles? Pourquoi on devrait lui refuser cela? À partir du moment où tout le monde peut voter et que le pouvoir revient à la population en tant que souverain primaire, ça va. Mais là-dessus, avec les réserves de la Cour constitutionnelle, c'est que les verrous constitutionnels actuels restent. Mais sauf que je ne sais pas par quelle magie, on va changer les constitutions, mais on garde toujours les deux mandats, on garde toujours la possibilité de... Donc, tout ce qui a été verrouillé dans l'article 220 reste, mais par la révision constitutionnelle, on change la constitution. Ça, il faut qu'on explique à la population. Les risques que les gens soulevaient dans la loi du professeur Ngondankoi, c'est une journaliste même de Top, vous avez posé la question de savoir. Donc, avec cette ouverture que vous faites, tous les prochains présidents de la République pourraient aussi changer de constitution. Mais ça ne sera plus le cas. Ce sera quelque chose de difficile. Parce que les mandats vont être toujours limités. Tous les verrous de l'article 220 vont être limités. Mais on donne juste au président de la République de convoquer une assemblée constituante quand il y a crise. Mais qui définit la crise? C'est encore une notion floue. La crise, c'est quoi? La crise, c'est quand nous avons Ebola. La crise, c'est quand une partie du pays est émiettée ou occupée. La crise, c'est quand l'opposition et le pouvoir ne savent plus discuter ou dialoguer. Un autre aspect flou qui a été laissé par la Cour, juste pour satisfaire le besoin du pouvoir en place. Et ce n'est que l'Église catholique qui peut voir le piège et expliquer calmement à la population. L'opposition, malheureusement, elle, ne sera pas remobilisée parce qu'il y a des bruits qui
qui court déjà comme quoi, puisqu'ils avaient refusé de manifester le 22 juillet, ils avaient demandé à ce qu'on rembourse leur argent. C'est un peu ridicule. Hein? Donc ils ont perçu de l'argent, c'est que certaines personnes savent, et jamais la population va suivre des mots d'ordre. De l'argent venu de qui? Du pouvoir en place. Ah bon, donc c'est les pouvoirs qui financent l'impression d'être entretenu. Les activités de l'opposition. L'opposition donne l'impression d'être entretenue par le pouvoir. C'est cette impression que les gens ont. Tandis que l'Église catholique et les CC ne donnent pas cette impression. Les églises réveillent, ça saute aux yeux qu'elles sont entretenues par le pouvoir. Donc, à l'heure actuelle, l'opposition doit attendre plus la réaction de l'Église catholique. Ça, c'est la seule possibilité pour que l'opposition puisse se prévaloir quand même d'être du côté de la population. D'elle-même, elle ne pourra pas faire marcher la population. Une autre journée vilement de cette opposition-là, avec ces personnages-là, ne fera pas long feu. Mais une journée vilement où les manifestations dans les églises, avec l'Église catholique et l'opposition, ça peut faire quelque chose. Il y a un ultimatum qui est lancé jusqu'au 15 août. Attendons qu'on puisse atteindre le 15 août et puis... Alors, quand la Cour constitutionnelle valide une loi, le chef de l'État est obligé de pouvoir la promulguer. Exact. Je crois que j'ai eu le temps de vérifier. Le président de la République n'a que 15 jours au max pour pouvoir promulguer ça coïncide une loi. C'est pratiquement avec C'est dans la même fourchette de temps. Exact. Voyez-vous. Entre 5 jours, 3 jours. 5 jours, 3 jours avant, c'est ça, justement, parce que la loi a été votée le 28 justement. Plutôt validée le 28 juillet. Alors, ce sont des arguments que le pouvoir peut se servir, dont le pouvoir peut se servir, justement, pour dire que non, c'est pas de notre faute, on était préoccupé par d'autres urgences institutionnelles, on n'a pas minimisé votre ultimatum, gardez votre mal en patience, il demandera encore à l'opposition de rallonger, de prolonger son ultimatum, ce qui ne sera pas fait, et ça va provoquer la crise en question, et ça ouvrira, comme je viens de le dire, la possibilité au chef de l'État de convoquer une assemblée constituante. À moins qu'il y a une possibilité pour le chef de l'État de donner des garanties de bonne foi, c'est celle de demander au Parlement de le convoquer pour qu'ils intègrent les réserves de la Cour constitutionnelle. Là, au moins, on peut voir que le chef d'État, il ne veut pas continuer avec cette machine référendaire. Cette bonne foi sera acceptée par l'opposition. Très bien, Fiston Leko. Au sortir de son entretien avec le chef de l'État, le cardinal Ambongo, qui faisait la restitution de leur rencontre, plaider pour l'unité, la décrispation du climat politique, avoir l'agir du pouvoir actuellement. Pensez-vous que le pouvoir travaille dans le sens de décrisper la situation ou le pouvoir continue d'endosser ou d'adopter une posture qui nous enfonce davantage vers la méfiance, vers la crise, vers tout ce qui est décrié? Merci beaucoup, Hervé Itoma. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, le président de la République ou le pouvoir dans son ensemble est en train de travailler pour justement pour défendre les intérêts du pouvoir, pour défendre les intérêts justement de leur famille politique. Vous savez, c'est une famille politique qui est au pouvoir et tout ce qu'ils posent comme acte politique, c'est justement pour voir les intérêts de leur famille. Aujourd'hui, on peut parler de la décrispation. Aujourd'hui, on va parler de la tentative à éviter toute méfiance. Moi, je pense que ça sera impossible parce que les clivages sont tellement prononcés qu'il y aura toujours des divergences à tout point de vue, presque, entre le pouvoir et l'opposition. Chaque acte que posera l'opposition, ça sera vu d'une autre manière au niveau de l'opposition. Parce que nous sommes dans la politique, parce que nous sommes devant les intérêts politiques qui font que les points de vue se divergent. J'estime aussi que aujourd'hui, si vous cherchez la bonne foi, ça sera un peu difficile. Et que le pouvoir cherche la bonne foi de l'opposition, ça sera difficile. Et que l'opposition cherche la bonne foi du pouvoir, ça sera difficile. Aujourd'hui, moi j'estime que c'est la capacité à l'opposition de mobiliser, de prouver de quoi est-ce qu'il est capable, d'imposer ce rapport de force pour emprunter vos mots. C'est ce qui va faire la différence. En politique, il n'y a pas de cadeau, Hervé Itoma. En politique, personne ne nous donnera les cadeaux. J'ai rejoint un tout petit peu, je voulais un peu commenter un peu ce qu'a dit Gaëtan. Écoutez,
entre dans le combat de la classe politique, il faut quand même essayer d'épargner l'Église catholique. L'Église catholique et les CC, je peux dire même les réveils, sont là comme la société civile. Ils n'ont rien à convaincre, ils n'ont rien à mobiliser à l'opposition, ils n'ont rien à faire pour mobiliser la population. On avait quand même vu l'Église catholique venir à la rescousse de l'opposition. La levée contre le pouvoir. C'était inopportun, ça ne répondait C'était pas à l'urgence, c'était pas nécessaire. c'était pas nécessaire. Mais c'est la même Église qui encourage les hommes politiques de se parler. Les hommes politiques vont parler de quoi? Les hommes politiques vont parler de quoi? Vont parler entre autres de cette modification ou de ces changements de la Constitution. Moi, j'estime aujourd'hui que l'opposition, sa force va rester dans sa capacité à mobiliser les Congolais, mais le pouvoir, sa force restera dans sa capacité à continuer à convaincre les Congolais. Est-ce que vous voyez l'opposition avoir encore cette capacité de mobiliser après des ratés, des reports, pratiquement des tâtonnements? Justement, c'est ce qui tue l'opposition depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. On n'a pas senti, je l'ai dit ici à maintes reprises sur ce plateau, on n'a pas senti depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir une opposition. On a vu ici dans ce pays le pouvoir qui manifeste pour le pouvoir, les pouvoirs qui manifestent contre le pouvoir. Dans ce pays, on l'a vu. C'est-à-dire que l'opposition n'a pas encore créé ce rapport de force, n'a pas encore créé un discours qui fait que la population adhère et que sa voix soit entendue et que ça fasse peur. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Juste après le décès d'Étienne Tshisekedi, l'opposition avait démontré des faiblesses ou des difficultés en termes de mobilisation jusqu'à ce que l'Église catholique vienne à son aide. Non. Après 2016. Après 2017 plutôt. Après 2017, on a vu un accord être trouvé, l'accord de Saint-Sylvestre, entre le pouvoir, les camps du pouvoir et l'opposition. Là, Étienne Tshisekedi n'était plus en vie, il était déjà parti. On a vu un gouvernement qui a été... L'accord a été signé la nuit du 31 au 1er janvier 2016, on a train 2017. On a vu... est décédé en février Justement, on a vu son application. Et puis, avec il y avait un terme là qu'on utilisait, les règlements, si c'est les arrangements particuliers, être poursuivis sans que les vieux soient... C'est là que le problème avait commencé. Justement, sans que les vieux soient... mais Joseph Kabila s'est plié, bien qu'il avait débauché, qu'il a Bruno Tshibala de l'opposition. C'est à ce moment qu'on a commencé à sentir le vide laissé par Étienne Tshisekedi. Justement, donc l'opposition aujourd'hui souffre d'un leader charismatique. Pourquoi ne pas faire des Kabila? Non, Kabila aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un opposant. Moi, je pense, à mon humble avis, que Kabila est dans une logique de la rébellion. Les rapports les montrent. Paul Kagame l'atteste, lui-même qui est le patron, le chef de cette rébellion. Il l'a dit, lui-même ne se reconnaît pas. Mais est-ce que dans sa position-là, qui va se reconnaître d'être de la rébellion? Donc moi j'estime que Kabila est dans cette logique-là. Aujourd'hui, ils ne sont même pas d'accord avec l'opposition qui est ici à Kinshasa. On voit comment il s'est rentré dedans, de lycée Sanga, Jean-Jacques Mamba. Je ne sais pas s'il est de ce la RDC ou de l'AFC, mais il est de l'AFC. Donc moi j'estime que l'opposition ici doit travailler pour être bien vue dans l'opinion. Tantôt plutôt, des démarches par essai et erreur font que ça manque. La population n'a plus confiance à cette opposition et aujourd'hui, ça sert au pouvoir. Le pouvoir est aujourd'hui le maître du jeu. Il définit les cadres et il est en train de poser des actes pour mettre à mal cette opposition. On le voit aujourd'hui. C'est comme des petits enfants un peu qui on lui promet quelque chose, il vient et puis on retire la chose et il commence à pleurnicher comme on l'a vu avec le dernier communiqué des C64 qui croyait à la bonne foi du pouvoir. Comme si on était à mais l'église. il faut dire que le président Félix Tshisekedi est un fin stratège parce qu'il sait ce qu'il peut faire de cette classe politique et il le fait bien depuis qu'il est au pouvoir. Très bien, Christian Yamabou, je vais prendre la conclusion. Je vais puiser ma question dans la conclusion des Fiston Leko. Le président Tshisekedi est un fin stratège. L'Église catholique, tout le monde a décrié ses différentes prises de position en rapport avec l'agression rwandaise. L'Église ne dénonçait pas cette agression. L'Église ne répondait même pas aux évêques rwandais qui nous narguaient pratiquement. Mais on a vu le cardinal, au sortir de son entretien avec le chef de l'État, dire
clairement qu'il dénonçait l'agression rwandaise. L'opposition qui a annoncé sa marche l'a pratiquement annulée. Est-ce qu'on peut dire que Félix Tshisekedi a roulé tout le monde? Le président Tshisekedi n'a roulé personne, mais plutôt il est fin stratège, comme l'a dit mon ami Fiston, parce que réussir... il est peut-être malin. Ça fait partie de la stratégie. Je préfère parler des stratégies, parce que réussir à faire adopter les narratifs de l'agression rwandaise à l'église catholique ou à la Senko, ça n'a jamais été facile. Parce que vous savez que depuis un moment donné, il y a eu cette contradiction entre les prélats de la Senko avec les pasteurs de l'ECC. Il y avait un malentendu entre eux et le président Tshisekedi. Tout le monde a crié au dialogue, les prélats ont sillonné plusieurs villes du monde, plusieurs capitales. Et au finish, le président Tshisekedi les a convoqués quand même pour écouter, parce qu'avant de les convoquer, il avait dit au cours d'une conférence de presse qu'il attend le jour où on lui proposerait une recette qui ferait en sorte qu'une fois convoqué le dialogue, la guerre prendrait fin. Vous voyez? Et je crois, lorsqu'il a reçu les prélats, les évêques, les pasteurs, ils lui ont présenté il lui aurait présenté cette recette-là, qui a donné au président de la République la garantie de convoquer les dialogues pour espérer à la fin de la guerre. Maintenant, au sortir, tout celui qui devrait participer au dialogue était censé dénoncer l'agression rwandaise. Ça, c'est Mouyaya. Mais c'est Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. C'est le gouvernement. Est-ce que c'était une option débattue et adoptée au Conseil des ministres? Ça reste à vérifier. S'il vous plaît. Après échange entre le président de la République et les pasteurs, les prélats, les évêques, Mouyaya était dans cet échange. Exactement. Mouyaya était aux côtés des cardinaux et des pasteurs. Mouyaya, c'est lui le porte-parole du gouvernement. Ce que Mouyaya dit engage le gouvernement. Et il n'a pas été contredit. Il n'a pas été contredit jusqu'à ce jour, ni par Monseigneur Cholet, ni par Monseigneur Ambongo, encore moins le pasteur Eric Senga de l'ECC, ou encore le représentant, il s'appelle encore Ejiba. Le pasteur Ejiba, ou pasteur l'imam Mangala. Voilà, personne ne l'a contredit. Donc c'est vrai, on devrait dénoncer l'agression rwandaise. Maintenant, on en a vu au lendemain de cet échange, Nanga revenir dans une sortie médiatique pour dire qu'il n'est pas concerné par ce dialogue-là. Vous le savez. Ça veut dire... Justement parce qu'il est pris en charge par les processus de Doha. Non. S'il vous plaît. Lorsqu'on plaide, lorsqu'il est délit, c'est Sanga et les autres plaidaient pour la participation des dialogues, des politiciens au dialogue, on a parlé du dialogue inclusif. C'est-à-dire certains sont allés revendiquer même la présence de Kabila et de Nanga dans ce dialogue, vous le savez. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Alors, lorsque Nanga, déjà, il se déclare qu'il n'est pas concerné par ce dialogue, moi j'avais compris, je me suis dit, ça implique facilement que Nanga ne saura jamais dénoncer l'agression rwandaise. Il ne saura jamais dénoncer Kagame parce qu'il est pris en charge par Kagame, il est pris en charge par le Rwanda, encore qu'il est sanctionné par les États-Unis, il ne saurait même pas traverser pour passer par le Rwanda. Donc, Nanga est dans une prison à ciel ouvert actuellement. Il n'a qu'à vivre à Goma, soit venir à Kinshasa. S'il y aura possibilité, si peut-être les cahiers des charges du dialogue va définir ainsi. Alors, Nanga ne saura jamais dénoncer l'agression rwandaise. Et je ne vois même pas Joseph Kabila dénoncer l'agression rwandaise. Vous voyez. Maintenant, l'Église catholique a pour mission d'aller convaincre tous ces gens-là de dénoncer l'agression rwandaise. Lorsqu'ils ne parviendraient pas, ils reviendront autour du président de la République. Pourquoi c'est seulement l'Église catholique qui doit aller convaincre ces gens? Pourquoi Ejiba ne peut pas le faire? Bon, vous connaissez déjà dans ces consortiums, on connaît les tendances. On connaît que l'Église catholique a été très proche de ces mouvements, il faut le dire. Comment ça, très proche? Je vais vous l'expliquer. Il a été à Goma et là, ils ont avec la bénédiction du président de la République. Non, mais alors, ça va se faire avec cette bénédiction. Tout comme si on peut changer des rôles cette fois. On envoie Ejiba. S'il vous plaît, on parle des réalités. N'allez pas dans l'imagination, cher. On parle de ce qu'on a vécu. Nous, les journalistes, on se penche sur les faits. Les faits prouvent à suffisance que Monseigneur Mouteba est allé ricaner avec Nanga à Goma.
et les images existent, ils ont mangé, ils lui ont même permis de bénir certains fidèles catholiques. Ça prouve à suffisance la proximité ou le rapprochement. Donc, ce sont eux qui, au regard des négociations, ce sont eux qui pourraient avoir une certaine crédibilité auprès des rebelles, même s'ils ne veulent pas s'appeler rebelles, ils veulent s'appeler opposition armée, ce sont des rebelles, les gens qui ont pris les armes pour tuer les Congolais. Alors, au regard de cette démarche, l'Église catholique aura la mission de convaincre ces rebelles qui, à leur tour, n'accepteraient pas de dénoncer ouvertement l'agression rwandaise. Et l'Église reviendra avec le rapport auprès du président de la République pour lui présenter ses cahiers de charges, lui disant que Kabila et Nanga n'ont pas pu dénoncer l'agression rwandaise, donc ce sont des rebelles. Alors tenons le dialogue avec ceux qui sont là, c'est de la C64. Raison pour laquelle vous verrez maintenant les accusations, les chevauchements entre C64 et l'AFC et AFC M23, souvent la RDC. Mais je voudrais quand même répondre à votre question que vous avez posée au départ à Gaëtan par rapport à la mobilisation de l'opposition. Vous chutez par là. Je vais chuter pour dire que moi je sens la lourdeur en rapport avec cette mobilisation pour les faits que je vais énumérer ici. D'abord la méfiance au sein de la C64. Lorsqu'ils ont été ici ensemble, ils ont fait des manifestations, des sit-ins, mais lorsque le président d'Aïchimi les a convoqués, ils ont oublié les Bolodja, ils ont oublié les Est-ce que 300 personnes devaient se rendre à Bujumbura? S'il vous plaît, on n'avait pas invité 300 personnes. Mais quand même, il y a certaines figures. Et il vous souviendra Quelle figure? Il vous souviendra que lors de la manifestation prévue pour le 8 juillet, je l'avais d'ailleurs dit qu'il n'y aurait rien. Et même le FCC s'était prononcé pour dire que le FCC marcherait aux côtés de l'opposition. Merci beaucoup. C64. Maintenant, l'absence du PPRD et du FCC va encore créer la lourdeur. Sans oublier la jeunesse oubliée. Cette jeunesse qui, vous savez, lorsqu'on avait organisé... C'est qui ou c'est quoi la jeunesse qui a été oubliée? Mais je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Savez-vous que tous ces opposants que vous avez vu être blessés, ils ont été payés pour ça? Mais les jeunes qui ont été blessés, est-ce que vous les avez retrouvés? C'est-à-dire que en soi, les jeunes sont donc, exposés... Donc, a été blessé pour se faire blesser. Oui, a été payé par... Oui. Alors, il y a des jeunes qui s'exposent, qui sont blessés gratuitement, et après, ils ne bénéficient de rien lorsqu'il y a des négociations. On va terminer cette émission. Et des échanges. Et je vois cette jeunesse oubliée et l'Église catholique qui est devant un fait accompli, qui doit encore ou devrait demander à l'opposition de se calmer parce qu'on est en plein processus. Je crois que cette mobilisation sera vraiment très faible, mais moi, je fais partie de ceux qui souhaitent à ce qu'il y ait ce genre de manifestations pour faire vivre la beauté de la démocratie. Merci beaucoup, cher Gaëtan. Votre dernière prise de parole. Oui. L'autre nœud du problème, c'est justement les préalables imposés par les uns et les autres. La CENCO qui estime que le dialogue doit être inclusif, la C64 qui pense que les camps de la rébellion doivent aussi participer à ces assises, et du côté du pouvoir, les gens sont assez dubitatifs sur la participation des Kabila, Nanga, tous ces rebelles. Un autre problème, c'est aussi des condamnations de justice qui pèsent sur Kabila et Nanga. Comment ces gens vont prendre part à un dialogue qui sera convoqué soit à Kinshasa, soit dans un autre territoire qui n'est pas sous occupation, avec des condamnations qui pèsent sur eux? On fait quoi de la décision de la justice? Est-ce qu'on va appliquer l'amnistie? Est-ce qu'on va blanchir les uns et les autres? Matata qui a quitté le pays miraculeusement dans les dossiers Boukangalonzo. On fait quoi? Alors, est-ce que à l'état actuel, peut-on dialoguer avec les rebelles? Politiquement parlant, c'est possible. Les exigences des uns et des autres, l'opposition qui veut d'un dialogue totalement inclusif, de même que l'Église, le pouvoir qui ne veut pas d'un dialogue, qui veut d'un dialogue inclusif, mais l'inclusivité définie selon lui-même, c'est-à-dire une inclusivité avec ceux qui sont en phase avec les institutions. Ça, c'est l'explication du concept inclusif par le pouvoir. Pour l'opposition, c'est une inclusivité qui est totale entre tous les Congolais. Et d'autres franges de l'opposition estiment que le dialogue ne devait pas seulement être inclusif, mais aussi régional, parce que le nœud du problème, c'est aussi cette asphyxie qu'il y a entre
dans la frontière avec le Rwanda. Ça aussi, c'est une implication importante. L'Église catholique a voulu cela par le pacte social. Alors, d'emblée, je pourrais dire, après avoir résumé votre question, que le pouvoir n'a aucun intérêt de dialoguer maintenant avec l'opposition qui se trouve dans les zones occupées, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que le pouvoir a les cartes en main. Le pouvoir contrôle toutes les institutions. Le pouvoir est en phase avec une négociation importante avec les Américains qui, eux, se chargent justement du retour à l'ordre ou du fait que Kinshasa recouvre son intégrité territoriale. Donc il y a un soutien de taille derrière le pouvoir qui fait que la question de la friction qu'il y a dans l'est du pays revient au second plan. Et sachant que leur pouvoir est déjà en fin mandat, il faut se préparer à avoir encore quelques jours, soit par prolongation, soit de manière légale, c'est-à-dire en changeant la Constitution. C'est ça qui est la priorité du pouvoir. Parce que Paul Kagame ne va pas quitter le pouvoir en 2028. Joseph Kabila et les autres qui sont dans l'Est ou qui ont des liens dans l'Est du pays ne vont pas cesser leurs élucubrations avant 2028. Et pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi va organiser les élections, quitterait le pouvoir en 2028, ou ne pas s'assurer que lui ou un des siens puisse rester au pouvoir? Donc, dans l'agenda des priorités, pour Kinshasa, aussi longtemps qu'il y a le bâton qui est levé par les Américains, il faut consolider le pouvoir, il faut avoir plus de jours, il faut changer la Constitution. Alors, je voudrais, après avoir répondu à ta question, puisque c'est ma dernière prise de parole, revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, j'ai beaucoup noté, pour insister que cette loi votée par la Cour constitutionnelle n'est plus la loi du professeur Ngonankoy. Et là où il est, en tout cas, je suis sûr qu'il est en train de pleurer. Quand l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté cette loi, il l'avait publiée sur son compte X. Et depuis que la Cour constitutionnelle l'a saucissonnée comme elle a fait, je n'ai pas vu jusque-là la réaction du professeur Ngonankoy. Il est frustré? Il est totalement frustré. Sa loi a été dépouillée de tout. Il est frustré et moi je le suis parce que cette opportunité qu'il voulait donner à notre démocratie. Il faut voir la conclusion de toutes ces prises de parole. Il dit, c'est pour consolider la démocratie, justement. Donner la possibilité aux Congolais de s'exprimer sur tout et rien. Renforcer le pouvoir du souverain primaire. Un peu à la Suisse, comme font les Suisses, justement. Mais avec ce qui s'est passé ici, on n'est plus dans ça. Et ce sera impossible que l'on remette encore sur la table une telle loi. Parce qu'on a déjà une loi sur le référendum, il n'y aura plus nécessité de réfléchir encore pour combler un vide juridique. Deuxième aspect de choses sur lesquelles je veux insister, peut-être que vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas vu sous cet angle, le pouvoir en place ne fait qu'avancer ses pions pour arriver à ses fins. Et la fin, c'est quoi? C'est de rester aussi longtemps possible. Soit par simple prolongation suite à une crise, soit de manière officielle avec une nouvelle constitution qui va remettre les compteurs à zéro. J'en ai pour preuve, le chef de l'État est pratiquement en pré-campagne. Il ne va pas à Kamina juste pour aller inaugurer un point de captage et de distribution d'eau, qui du reste, je crois, qui est financé par les Chinois. Non, pas du tout. Il ne va pas à Kanyama pour aller voir ce que les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils ont conçu qui nécessitait peut-être l'hôpital, je ne sais pas. Non, pas du tout. Il va dans une sorte de bastion qui pourrait être résistant au projet de changement de la Constitution afin de préparer le terrain. Il y a déjà KTB Katoto qui est arrivé, et si vous allez dans le Grand Katanga, c'est un fief qui n'est pas acquis au pouvoir, et il faut déjà le préparer parce que la machine référendaire, ça ne vague pas, ça va aller jusqu'au bout. Très bien, merci beaucoup cher Gaëtan pour vos pertinentes analyses. Fiston Oleko, dernière prise de parole également, est-ce que Félix Tshisekedi est-il en train de jouer à la montre? Non, Réveil Thomas, moi j'estime que le président de la République est, comme je l'ai dit au début, en cours de son mandat, et cela doit être considéré en tant que tel, parce qu'à 2 ans de 2028, j'estime qu'il n'a aucune pression. Il faut rappeler ici la nécessité qu'il y a d'organiser ce dialogue. Pourquoi on organise le dialogue? Il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensaient
qu'il n'y avait aucune raison de dialoguer, surtout avec les acteurs internes, c'est-à-dire l'opposition politique et le pouvoir. La C64. Parce que S'il faut dialoguer avec il y la avait 64, pas il n'y a aucune matière. raison. Il n'y a aucune raison. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est créer un noyau autour duquel les Congolais doivent s'unir pour combattre l'ennemi, afin que la paix revienne Et ça passe par dans la l'organisation partie- d'une dans table la, ronde dans la entre acteurs partie, politiques. dans la partie est de la République. Mais aujourd'hui, il s'est fait que une frange des Congolais ont décidé de rester dans la logique des armes. Entre autres, le M23 qui est d'ailleurs dirigé par sa branche armée, par les pseudo-générales qu'on appelle, j'ai oublié les noms m'échappent, Makenga. Sultani Makenga, avec un parcours très compliqué, tantôt au Rwanda, tantôt par après en RDC. Et c'est ça la logique que le M23 et l'AFC ont opté. Mais s'il faut dialoguer avec les Congolais, c'est pour créer ce rapport de force interne, afin de combattre l'ennemi qui est le Rwanda, qui joue avec les consciences et qui manipule les Congolais. Mais aujourd'hui, les rebelles sont décidés de pouvoir composer avec Kagame. Ce qui fait que ceux qui sont en interne vont dialoguer, ils vont dialoguer sans ceux qui ont pris les armes contre les Congolais. Le président de la République ne joue pas à la montre. Pour répondre à Gaëtan, c'est pour dire un peu un mot sur ce qu'il a dit. Bon, moi je ne vois pas pourquoi un chef d'État qui a décidé d'ailleurs lors de sa campagne qu'il va beaucoup faire des tournées en interne, aller dans un coin de la République et ça peut s'établir comme une campagne. Non, ce n'est pas une campagne. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays avec 2 344 410. Il va à Kamina juste, il dépense des millions de dollars pour arriver à Kamina afin d'inaugurer juste un point de captage d'eau. C'est le président de la République. Vous savez, aujourd'hui, il est dans une logique où il veut vraiment appuyer ou soit galvaniser les troupes au niveau du service national. Surtout, vous savez qu'aujourd'hui, ils sont déployés pour assainir la ville de Kinshasa. Est-ce que le président a dit quand il va là-bas... Ils sont accusés de commettre beaucoup de bavures. Non, écoutez, les Congolais, les Kinois en particulier, pour les redresser, il faut quand même des mesures drastiques. C'est très important. Quelles sont les bévues? Si on vous dit de balayer parce que vous avez jeté les ordures sur la route, ça ne sont pas des bévues quand même. Donc moi j'ai dit que le président de la République ne joue pas à la montre parce qu'il est en cours de son mandat. Merci la loi beaucoup. référendaire aujourd'hui est validée par la Cour constitutionnelle. C'est justement pour répondre à un impératif. C'est justement pour combler un vide qui était remarqué dans notre arsenal juridique. Et en 2011, on est d'ailleurs passé outre. Mais s'il faut revenir à la normale, quoi de plus normal que de faire ce qui est prévu dans la Constitution? Merci beaucoup. Christian Yamabou, on termine l'émission avec vous. Le dialogue, son organisation dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la République. On ne sait pas à quel moment il signera cette ordonnance. Du côté de la CENI, on ne parle pratiquement plus des élections. Là, c'est le débat autour de la Constitution qui va quasiment refaire surface. Comment préparer l'après 2028? Merci beaucoup, cher Hervé. Je crois que vous le savez, dans ces débats, je fais partie de ceux qui ont toujours milité pour le changement des constitutions. Je fais partie de ceux qui ont été toujours contre la tenue de ce dialogue. Et devant les évidences, on est censé s'incliner. Et ce que je peux vous dire actuellement, selon mon avis, je ne vois pas la priorité d'organiser les dialogues. Je ne vois pas non plus la priorité d'organiser les élections. Je ne vois pas non plus la priorité d'organiser les référendums. Ah bon? Oui. Ce que moi je peux voir comme priorité aujourd'hui, c'est mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Parce que tout ce qu'on pourra faire, dialogue ou pas, tant qu'on n'aura pas mis fin à l'insécurité dans l'est du pays, on n'aurait rien fait. Référendum ou pas, changement de constitution ou pas, élection ou pas, on ne saura jamais organiser les élections
tant que la partie orientale est occupée. Ça, c'est une réalité. Tout comme même le référendum, à moins que, parce que je n'ai pas encore parcouru pleinement cette loi, la loi Ngondankoy, à moins qu'il y ait des préalables vidé de toute substance. Déjà prévus. Mais au cas contraire, si et seulement si tout n'a pas été prédéfini au préalable, je ne trouve pas intéressant qu'on puisse passer directement au changement des constitutions aussi longtemps que la situation sécuritaire demeure encore préoccupante dans l'est de la RDC. Parce que pour l'opposition, il faut organiser les élections, pas les référendums. Parce que pour eux, organiser les référendums, c'est accepter tacitement la balkanisation, tandis que pour eux, organiser les élections, c'est tout à fait normal. Or, les deux sont des élections. Donc moi, je crois que la priorité, c'est donner la force à nos vaillants soldats de FRDC. Merci beaucoup. Demander au gouvernement, qui en a derrière le pouvoir, de mettre les moyens suffisants pour que notre armée puisse devenir encore plus forte en équipement, en matériel, en personnel, en tout, mais aussi les fronts médiatiques dans lesquels nous appartenons, vous et nous, bien que nous ne soyons pas dans ces équipes qui sont recrutées officiellement pour battre campagne. Voyez le ministre Mouyaya. Vous avez son numéro, c'est aussi... le ministre Mouyaya est le ministre de la communication et des médias. Il est censé suivre cette émission, c'est-à-dire il la suit de manière directe ou indirecte à travers ses services. Très bien. Il doit se rendre compte que sur ces plateaux, il y a les professionnels des médias qui constituent un front médiatique contre le M23, contre l'armée rwandaise, contre l'insécurité, contre l'agression, et d'où il est censé aussi revoir ses cartes pour que tout le monde participe à la messe. Je crois que le plus important, c'est remettre la sécurité dans l'est de notre pays, et le reste, ça ne serait que des discussions politiques, parce que on sait, ça va aboutir par le partage des gâteaux pour enlever certaines frustrations, et la jeunesse sera surtout oubliée et jeter en pâture. C'est là que je vais terminer pour dire que aujourd'hui, que tous les jeunes qui me suivent ou qui vont suivre cette émission, qu'on puisse se battre pour le renouvellement de la classe politique. Parce que même ceux qui sont au gouvernement, les gens n'aiment pas vers les renouvellements. Je ne vais pas polémiquer, cher Hervé. Pourquoi voulez-vous que je dise que ceux qui brillent beaucoup dans le gouvernement sont parfois négligés s'ils sont jeunes? Qui par exemple? Je vais prendre le cas de Moutamba, aujourd'hui il en fait partie. Il n'est pas dans les gouvernements. Je vais prendre le cas aujourd'hui de Floribert Anzoulouni qui, avec l'intégration régionale, il travaille à sa manière pour soutenir l'action du gouvernement. Mais on n'en parle pas. On ne veut que parler de ces jeunes qui ne se démarquent pas presque. Parce que lorsque vous prenez un ministère de l'intégration... Floribert Anzoulouni s'est démarqué. S'il vous plaît, lorsque vous prenez un ministère de l'intégration régionale, vous donnez à un jeune comme Floribert Anzoulouni et que... il s'est démarqué. Mais voici la démarcation. Depuis un moment donné, les secrets présidentiels ne fuitent plus. À l'époque... Tout ça, c'est Anzoulouni. Moi, je parle de ce que je vois pendant sa gestion. Pendant qu'Anzoulouni est ministre de l'intégration régionale, on voit ses contacts directs avec la sous-région. Ça, c'est un raccordement frauduleux. Non, s'il vous plaît, cher Hervé. Ça veut dire que, écoutez, ça veut dire qu'il est jeune, on doit l'encourager et on doit aussi prôner à ce que. Non, on ne doit pas encourager tous les jeunes. S'il vous plaît. Moi, je prône, ça c'est mon combat. Je prône que la jeunesse qui travaille bien. Je prône que pas la parce que vous êtes jeune qu'on doit vous encourager. Hervé, je prône le renouvellement de la classe politique parce que même l'opposition que vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour leur propre intérêt. Lorsqu'il y aura la place des jeunes, on a terminé l'émission. Merci. Et même pour ceux qui sont au pouvoir, pour que vous puissiez briller, vous devez encore avoir un parrain fort dans votre parti politique. Grand merci à vous, tous ces jeunes-là qui n'ont pas de parrain, qui feraient la... Parlant des jeunes. Il y a des jeunes qui ont déçu. Moutamba a déçu. C'est lui qui a été, comment ça s'appelle encore, Frivao, je crois. Les messieurs qui comparaient avec Moutamba. Il a échoué. Chansard. C'est lui qui venait de quitter
Vous, c'est lui qui était vous voulez maintenant qu'on fasse les sondages, Sokimo. s'il vous plaît. Sokimo. Vous parlez des Justice Bondong. Hervé, vous voulez qu'on fasse les sondages. Et tous ceux qui ont pris les armes aujourd'hui pour aller être soudoyés par Kagame sont des jeunes, sont des vieux. C'est aussi des jeunes qui ont Ce sont été des vieux souhaits d'une d'abord. manière ou d'une Kabila autre. n'est pas jeune. Donc le renouvellement n'est pas un problème. Au Togo, par Tout doit exemple, partir d'abord de la maturité. les anciens chefs Il y a des d'État jeunes sont qui font toujours... preuve de beaucoup de rigueur, comme Alain Respect. Voilà. Il y a Tête Béléchaï. Tête qui Béléchaï du est jeune. également. Bon, il vient à peine de prendre ses Non, fonctions. non, mais on on va le sent suivre pas. de près. On le Pendant sent ces déjà. 40 quelques jours à la tête de Qu'est-ce que vous avez Alain senti? Respect. Non, mais Vous ne travaillez pas là-bas, qu'est-ce que vous avez senti? Il impulse un dynamisme nouveau quand même, Il se démarque positivement. Vous savez, hein, cher Hervé, je vais terminer totalement. Accordez-moi 30 secondes. Non. Je l'ai toujours dit, Ça n'est de si trop. le président Kabila regrette de n'avoir pas réussi à changer le mental du peuple congolais, le président Tshisekedi pourra regretter de n'avoir pas renouvelé la classe politique alors qu'il en a la possibilité. Les jeunes sont encore là, Merci comme les Tête Béléchaï, beaucoup. comme les Gaëtan Koubaboranzi, comme Hervé Itoma, comme Fiston sur ces plateaux. Et moi-même, nous sommes capables Merci beaucoup. de renouveler la classe politique avec de nouvelles idées Merci pour l'État beaucoup, général. cher Christian Yamaboudi. Ta papa chérie de nous trouver des visas pour les 11 novembre. C'est le 11 novembre, je crois. Le 14, Le 14 novembre, oui. je- Il je- trouve des je- visas. je rappelle que aujourd'hui, l'actualité aussi. Non. C'était je- pas. je- c'était je- pas- J'aurais voulu c'était quand même pas le une dire question. parce que Moi, je à un vous- moment donné, Attendez, on s'il est vous plaît. Non, beaucoup non. de jeunes sont Non, non. crispés à la politique Merci. parce que notre Merci culture beaucoup, s'il vous musicale, plaît. on S'il n'en vous parle plaît. plus. S'il Quand vous plaît. Jubin Piana a S'il pas vous plaît, annoncé s'il son vous concert, plaît, s'il vous on a plaît, vu s'il comment vous plaît. tout le monde était S'il vous surexcité, plaît, on s'il vous parlait plaît. que de la musique. Je vous ai On retiré avait même déjà oublié la parole. politique, même la Je vous ai saison retiré 4. déjà la parole. Tout ce que je vous ai demandé, c'est de lui transmettre mon message. Papa chéri, trouve-nous les visas, nous Merci les beaucoup. les journalistes. Non, merci à Nous voulons vous, aussi cher participer à cette Fiston culturelle. Oleko. Je passerai la semaine prochaine déposer une lettre de demande d'interview adressée au ministre des ITP, Alain Tino. Oui, il répond toujours. Merci beaucoup. N'oubliez pas de demander aussi l'audience pour une interview à vous tous et moi auprès du procureur général, près de la Cour de cassation pour nous éclairer parce que lorsque les Congolais ont appris qu'on a changé Faites-le alors. au niveau Merci beaucoup. de la Cour constitutionnelle, Merci. ils ont créé cette confusion. Vous voyez, on doit savoir créer la différence entre la Cour de cassation Merci le parquet beaucoup. général pour Merci. la Cour de cassation. Les présidents, le premier président, vous voyez un peu. Merci Et là, beaucoup, si le- cher Christian si Yamabou, le vous avez assez procureur parlé, ça suffit. général, Ça suffit, Firmin s'il Vol de vous nous plaît. recevoir, ça Merci ferait beaucoup. l'affaire. Laissez-moi remercier les brillants Gaëtan Koubabourandi, l'homme qui gère tous les marchés juteux. Il est à la respect, il est dans les carrés miniers. De temps en temps, pensez aussi à tes confrères. C'est important. Merci beaucoup. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Florin Ngandou, les régisseurs partisans, très militants de l'UDPS. 20h30 la rediffusion, lundi 10h30 avec d'autres invités, mais avec toujours les mêmes plaisirs. Au revoir.